Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio, nous sommes le lundi 16 novembre et vous avez été nombreux, plusieurs centaines, de ce que j'ai pu voir comme message, à me demander de commenter les attentats de Paris de vendredi 13 novembre. Alors, comme vous le savez peut-être, je n'aime pas commenter l'actualité parce que nous n'avons pas toujours toutes les informations. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que ces attentats font partie de l'une des raisons pour laquelle ces derniers temps je souhaitais, et peut-être que je vais le faire, arrêter ou en tout cas sérieusement réduire le nombre de vidéos que je fais. Pour ceux qui me connaissent bien, et pour les gens parmi vous qui font partie des forces de l'ordre, de l'armée, de la police donc, de la gendarmerie, en Belgique, en France, en Suisse, en tout cas dans le monde francophone, vous savez, et d'ailleurs je l'ai mise en ligne hier, vous savez que j'avais prévu relativement précisément euh, les événements de donc ces attaques terroristes de vendredi. Parce qu'ils étaient largement prévisibles, j'allais dire même inévitables, et que lorsque l'on est comme moi, en fait un père de famille, un citoyen qui espère être assez responsable dans son rôle de citoyen et de père de famille, eh bien, et lorsque l'on se penche sur les événements à venir et que l'on sait qu'ils seront tragiques et qu'ils seront terribles, et vous allez voir, nous n'avons et vous n'avez encore rien vu, eh bien, lorsqu'on écrit des livres, lorsqu'on fait sa Cassandre et qu'on vous prédit précisément, rappelez-vous, en décembre, j'ai fait 2 vidéos, une sur la France et une sur 2015, décembre 2014. Donc, où j'avais prévu l'augmentation des attentats, du terrorisme islamique notamment, mais pas que, etc. Et donc, paf, qu'est-ce qui se passe? Charlie Hebdo en janvier, en juillet, je fais une vidéo donc, que j'ai mise en public hier et je vous encourage à la voir, qui explique précisément le genre d'augmentation qui va être exponentielle des attaques qui auront lieu. Je parlais de trains, le Thalys cette tentative d'attaque a eu lieu. Et puis, bien sûr, je parlais de salles de concert et d'autres. Et ça a eu lieu. Alors, je peux la rendre publique maintenant parce que finalement, ce que j'expliquais n'est plus. Voilà, c'est en deçà de la réalité. Et c'est très bien. Enfin, c'est hélas, malheureusement. Donc, c'est très bien que je puisse publier cette vidéo. Et ça montre en fait que le, nous sommes entourés dans les grands médias que plus personne ne regarde de toute façon, de spécialistes qui parlent à droite, à gauche, et finalement de travers, mais qui ne savent pas vraiment annoncer ce qui se passe. Alors, qui avait prévu, il n'y a pas que moi, loin de là, il y a beaucoup de gens intelligents qui ont réfléchi et qui avaient prévu ce genre d'attaque, pour les raisons que je vais vous expliquer aujourd'hui, et qui, je pense à Thibaut de Montbrial que j'ai interviewé, je pense à Guillaume Fay, dont je viens de parler de son dernier livre, je pense à plein de gens qui ont prévu et qui ont annoncé que inévitablement la situation actuelle allait amener à ce genre d'attaque tragique pour évidemment les victimes. Et ces attaques vont être manipulées. Je vais vous expliquer un petit peu ma vision de la chose. Et je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo, je ne sais pas si elle sera très courte ou au sommaire, mais j'aimerais en tout cas résumer la vision. Alors, la première chose à dire, c'est que j'essaye, je me suis dit, est-ce que je vais essayer d'avoir de l'humour? Parce que l'humour est un moyen de dédramatiser les événements. Et je m'étais d'ailleurs dit de commencer cette vidéo en disant balle tragique au Bataclan sans mort. Et puis finalement, je me suis dit non, mais en fait, je ne suis pas d'humeur à avoir de l'humour. Non pas que cet événement, vous allez le voir, parce que parmi tant d'autres, il est extrêmement tragique pour les gens qui ont été touchés. Il est évidemment tragique pour un pays comme la France, mais si on veut vraiment être sérieux, qu'on prend du recul, vous allez voir que non seulement il était prévisible, mais que la liste des coupables et des responsables est très très longue. Et je vais vous expliquer à mon avis qui ils sont.
L'humour, à mon avis, bien sûr, est utile et dédramatise. Mais ce matin, lundi, redescendant de mes montagnes, où j'avais de loin suivi ces attaques, puisque je n'ai pas de télévision, donc en fait, je les ai apprises que samedi matin. Euh, et c'est très bien, je pense qu'il ne faut pas être accroché aux médias, il ne faut pas être en plus, je vais vous dire un petit secret, lorsqu'il se passe un événement en France, il ne faut pas voir les médias français, il faut voir les médias qui ont les bonnes infos, c'est-à-dire, en l'occurrence pour la France, c'est les médias impériaux, c'est-à-dire CNN, Fox News, parce qu'eux, ils ont les infos immédiatement, voire même avant que les événements arrivent. C'est assez rigolo. De la même manière, c'est que si vous voulez savoir ce qui se passe euh, aux États-Unis, il ne faut pas voir les médias américains, il faut voir par exemple plutôt les médias russes ou les médias d'autres pays comme le Brésil, le Mexique, etc., qui ont encore des reporters, etc. Mais ça, c'est peut-être pour vous dire, ne regardez pas votre télévision, ça ne sert à rien, ils ne vous donneront pas de bonnes informations, soyez vigilants, prenez le temps d'observer votre voisinage, etc. Avant même de commencer, pour aller dans le fond de cette vidéo, je veux vous dire une chose importante, c'est faites attention ces prochains jours. Euh, Ce genre d'attaques sont imprévisibles, en tout cas pour le commun des mortels. Moi j'avais eu des infos, j'ai su par des petites infos, je ne suis pas dans la police, donc je ne suis pas dans les renseignements, donc quand quelqu'un me dit jeudi, c'est bizarre, il y a du remue-ménage dans les forces de l'ordre en Belgique et sur la frontière franco-belge dans le nord de la France, maintenant ça me fait tilt, maintenant je me dis, ah ouais, c'est qu'en fait, bien sûr, la police, les forces de l'ordre, pressentent ce genre d'attaque parce qu'ils ont des informations, ils ont des indices, ils ont des... Mais malgré cela, c'est quasiment impossible de les arrêter, ces attaques, parce que on peut pressentir quelque chose, mais si on intervient trop tôt, d'abord, on peut faire une bavure, et on va en parler, le système judiciaire aujourd'hui fait que vous allez peut-être devoir relâcher dans la nature des terroristes parce que vous les avez attrapés juste trop tôt, mais néanmoins vous avez des alertes et donc vous êtes sur vos gardes. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Et il ne faut pas blâmer les forces de l'ordre. Parfois, j'entends, oui, incompétence euh, on va voir où il y a de la compétence ou pas, mais ce n'est pas les forces de l'ordre. Rappelez-vous qu'en France, les budgets ont été coupés massivement depuis 40 ans. Il n'y a plus de renseignement, il n'y a plus de diplomatie, c'est devenu n'importe quoi. Il n'y a plus de budget de formation. Et et l'ennemi est puissant, vous allez voir. C'est pas, et en plus, ce n'est pas le genre de guerre auquel on pense. C'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus long, et je pense qu'on est parti sur, dans le cadre d'un effondrement global que j'avais décrit, nous sommes partis pour de la guerre de basse et moyenne intensité pendant peut-être quelques siècles, et vous allez voir pourquoi. Maintenant, l'autre chose, c'est que justement, il est de bon ton toujours de dire je suis de tout cœur avec les familles des victimes, etc., avec la nation française, etc. C'est convenu, tout le monde attend ça. Moi, je suis un sale gamin, je n'aime pas être convenu, je n'aime pas dire la même chose que les autres. Mais bon, je ne vais pas faire le sale gamin juste pour faire mon intelligent, juste pour faire mon kéké, je ne vais pas le dire. De fait, c'est vrai que c'est triste de voir des jeunes bobos, des jeunes gauchistes à Paris, des multiculturalistes, des gens ouverts sur le monde. C'est toujours triste de voir des gens qui se font dégommer, qui meurent. Donc, je ne vais pas faire mon kéké, je ne vais pas dire l'inverse, je ne vais pas dire que, même si c'est vrai, il n'y a pas d'innocent dans notre monde. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Et puis, je vais pas non plus, mais je vais le faire quand même, mais pas maintenant, vous allez voir plus tard. Je ne vais pas mettre ça en relation avec les milliers, voire les millions de morts que ces guerres ont déjà causées là-bas. De toute façon, l'être humain n'est pas équivalent. Je veux dire, si votre enfant était au Bataclan et qu'il se fait dégommer, sa vie pour vous vaut plus qu'un million d'Irakiens ou qu'un milliard d'Arabes ou de musulmans, ou peu importe. C'est juste normal et c'est comme ça. Vous protégez, vous préférez vos semblables que les gens différents. Mais, mais bon, je ne vais pas aller trop vite. Je vais simplement ah oui, avant, je vais essayer d'expliquer ça en cercle concentrique et en voyant quelles sont les différentes lectures que l'on peut avoir de ce genre d'événement. Alors la première lecture, c'est la lecture au premier degré,
des faits simples. C'est-à-dire que vous avez un, un groupe de terroristes musulmans, extrémistes, radicaux, c'est plutôt le mot juste, qui sont en guerre et qui amènent une action commando souhaitant créer la terreur et causer le plus grand nombre de victimes civiles ou autres contre un pays avec lequel ils sont en guerre. Ils sont en guerre parce que, d'abord, ils vous ont déclaré la guerre. C'est-à-dire que si vous lisez Carl Schmitt, vous avez beau dire que vous aimez tout le monde, si quelqu'un vous déclare la guerre, il est en guerre contre vous, que vous le vouliez ou non. Mais c'est plus simple, c'est plus compliqué que ça, parce que ce n'est pas juste l'islam qui est en guerre avec le reste du monde pour le soumettre depuis que l'islam existe. Bon, bah ça c'est un fait, et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme vous dire les lions mangent des gazelles, est-ce que c'est des méchants? Non, ils sont pas méchants, ils mangent des gazelles. L'islam est une religion qui a comme objectif et comme destin, en tout cas croit avoir ce destin de conquérir le monde et de le soumettre, parce qu'il pense que c'est bien, et il pense que c'est bien que le monde entier soit musulman. Mais voilà, c'est un fait, c'est pas grave en soi, dans le sens où les gens se disent oui, l'islam, mais ça sert à rien de s'énerver contre l'islam, de l'insulter, de... Bon, là-dessus, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas rentrer là-dessus, j'ai fait plein de vidéos sur l'islam, j'en ai fait 4 ou 5, allez les voir si vous voulez voir ce que je pense et ma non-analyse, mais nous ne pouvons pas euh, attaquer un mode de pensée, ça changera rien de toute façon, et c'est comme dire le lion est méchant de manger des gazelles, mais le lion il fait ce qu'il a à faire. C'est à vous de dire est-ce que vous mettez des barrières, est-ce que vous chassez le lion, est-ce que... Tout ça, c'est des choses qu'on peut discuter, mais déjà c'est un premier point, de ne pas aller dans ces discussions euh, de dénigrement et d'insultes, ça sert à rien. C'est nul en plus. Et vous allez voir, ça c'est que le premier degré. Vous allez voir, il y a d'autres degrés, il y en a au moins 3 ou 4. Et donc, ces attaques, là aussi, certains, j'ai entendu dire, c'est lâche, ils s'en prennent à des civils. Mais non, c'est que c'est beaucoup plus facile de s'en prendre à des civils que d'attaquer une base militaire armée. Donc, on va, dans l'esprit du terrorisme, vous allez attaquer là où vous allez avoir le maximum d'impact, d'autant que, et vous allez le voir, et croyez-moi, les gens qui ont commis cet attentat, c'est des petits abrutis, c'est des mauvais. Ah, ils ont eu, d'un côté, ils ont eu de la chance parce qu'ils étaient organisés, ils sont un peu moins abrutis que le mec du Thalys, là, c'était vraiment un idiot. J'ai un niveau quotient intellectuel 50. Mais là, peut-être, on arrive à des mecs qui ont 70, 80. Donc ça se rapproche déjà d'un être humain normal, au niveau capacité intellectuelle, cognitive, physique, etc. Et donc, enfin, je sais pas, moi j'aurais fait un attentat comme ça, il y avait 5000 morts. Enfin, si j'avais été 7 mecs comme moi. Mais en même temps, des mecs comme moi, ils font pas d'attentats terroristes. Donc, bon. Et ils sont pas religieux. Donc, voilà. Alors, euh, et certainement pas religieux, fanatiques, radicaux. Donc, voilà, on peut pas comparer ce qui est comparable. Je veux dire, des gens intelligents, on va en voir, ils fabriquent des drones, ils bombardent des pays entiers et ils tuent 1 million de personnes. Je veux dire, les États-Unis, ils ont réussi à quand même flinguer 1,5 million d'Irakiens en 15 ans. Bon, donc, voilà, ça c'est le niveau de choses. Alors, toujours, restons, je ne vais pas aller trop vite dans mon analyse, donc on a des gens qui sont un peu formés, mais pas tellement, qui s'en prennent à des civils, et ça fait partie de la stratégie, donc c'est pas une question de lâcheté, c'est une question d'efficience, de déficience et d'efficience, si vous voyez le jeu de mots. Ensuite, nous avons un groupe qui probablement a une certaine logistique, et ça me donnera le lien avec le deuxième degré de lecture, et qui revendique clairement des objectifs très précis. Bon, là aussi, comme pour le 11 septembre, lorsque Al-Qaïda, entre guillemets, euh, avait des objectifs précis, ces objectifs sont clairs, ils sont compréhensibles pour tout le monde, donc il faut écouter ces objectifs. Al-Qaïda, vous vous souvenez à l'époque, disait nous ne voulons pas de présence américaine dans les lieux saints de l'islam, donc en Arabie Saoudite où les États-Unis avaient des bases, et nous souhaitons l'arrêt des attaques contre la terre d'islam et contre les persécutions. De leur point de vue, et mettez-vous un instant dans leur babouche, ils ont raison. En tout cas, je parle d'Al-Qaïda. Après, le 11 septembre, vous savez ce que je pense. Vous savez qui est derrière Al-Qaïda,
qui a facilité ces attentats et même qui les a complètement provoqués et couverts, etc. Bon, c'est des faits, c'est pas du complotisme, c'est des faits. Alors moi, il y a du complotisme sur d'autres choses, mais sur cet aspect-là, le complot, il est clair. Attentat de Paris, tout comme les attentats de Charlie Hebdo, soyons clairs, les mecs qui ont fait l'attentat, c'est pas des pros, ça se voit que dans leur mode opératif, ils sont pas très bons, ils se sont un tout petit peu améliorés, mais surtout ils étaient 8, donc ça aide d'être 8 par rapport à 4 avant, ou 3, je sais plus, 4, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux. Mais clairement, ils ont une logistique derrière qui est un petit peu, il faut plus de logistique pour 8 mecs que pour 3. Donc cette logistique, ça veut dire des armes, ça veut dire des explosifs. Alors, j'en ai déjà parlé, on sait qu'il y a des réseaux de financement et de logistique qui viennent des pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar et d'autres, qui sont semi-officiels. Certainement, les fonds sont massifs, l'argent arrive. Et ensuite, bon, bien sûr, pour la radicalisation, on sait comment ça fonctionne. On sait que ce sont des pays, donc l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui ont financé massivement les mosquées en Europe. Et donc les imams qui officient dans ces mosquées et qui pilotent le discours qui est transmis. Et l'islam, de manière très intelligente, a une capacité d'avoir un discours qui peut être à la fois un discours de paix ou à la fois un discours de guerre selon les circonstances. D'ailleurs, c'est assez respectable. Je veux dire, qui a envie d'une religion de paix? C'est un truc de tarlouse, la religion de paix. C'est un truc pour se faire buter par le voisin. Donc, moi, je suis aristotien, on dit comme ça, aristotéléen, enfin, c'est-à-dire que moi je suis pour la défense armée et la paix avec ses voisins, et que chacun soit content et gère comme il le souhaite son pays, mais qu'à la moindre anicroche, tu tapes, quoi. Mais pas faire venir les mecs de l'autre pays chez toi, et ensuite, quant aux idées, quant aux religions, eh bien que le débat philosophique se fasse, et si les gens ont envie de se convertir à l'islam, eh bien, que grand bien leur fasse. Moi, qui je suis pour dire ce que quelqu'un veut faire ou pas? Moi, j'ai des arguments contre, je pense, parce que dans mon approche qui est théosceptique, on va dire, je pense que, voilà, c'est pas la manière de vivre, mais c'est mon avis, et je pourrais en débattre en place publique. Je n'ai pas l'intention de le faire, ça ne m'intéresse pas, et je m'en fous, c'est pas à moi de le faire, et je pense que c'est trop tard, et qu'on va de toute façon vers des guerres immenses. Mais si les gens européens ont envie de devenir musulmans parce qu'ils découvrent la foi et qu'ils vont se changer, que revient leur face. Et puis voilà, avec toutes les conséquences que ça implique. À chaque, euh, à chaque action, il y a une conséquence. Si vous voulez devenir bouddhiste, comme la plupart des gens en Europe le font, enfin, je veux dire, c'est la première religion en nombre de convertis, je crois, en Europe, qu'ils le fassent. Enfin, qu'est-ce que je... Enfin, de convertis, hein, c'est une philosophie, c'est pas vraiment une religion. Bref. Donc, cette attaque, qui en est, je crois, à plus de 130 morts aujourd'hui, dimanche matin, elle nous rappelle les attaques, bon, j'avais parlé du 11 septembre, de Bali, vous vous souvenez, contre des touristes notamment australiens, les attaques de Madrid, les attaques de Londres, les attaques de Nairobi, de Mombasa, les attaques tchétchènes en Russie contre il y en a de nombreuses, à Beslan, vous vous souvenez, cette prise d'otage de l'école, etc. À chaque fois, il est indéniable, les gens qui commettent ce genre d'actes, ce genre terroristes, sont des gens en guerre, et ce sont des gens qui ont des objectifs précis, et ce sont des gens qui ont une idéologie qui est la leur, et je pense qu'ils sont sincères dans cette idéologie. Souvent, on entend des histoires de complotisme qui servent à dédouaner l'idéologie, qui disent « Ah oui, mais Charlie Hebdo, c'est louche, il y a eu des histoires, etc. » Donc, ouais, mais les mecs qui ont abattu les frères Kouachi et l'autre débile, ils ont vraiment abattu les mecs. Et ils l'ont fait pour leur idéologie, pour se venger des caricatures qu'ils considèrent offensives, et qu'ils considèrent que l'offense sur leur prophète eh bien, est plus grave que la loi française, et donc ils se permettent d'aller outre la loi française et de mener la guerre. Ensuite, est-ce que ces gens, dans toutes ces listes d'attentats, ont été manipulés? Est-ce que la logistique a été aidée? Pour des raisons politiques, pour des raisons géostratégiques. Parfois, et l'histoire est pleine d'exemples où nous sommes prêts à subir une perte, que l'on va aider et que l'on va provoquer, une attaque, Pearl Harbor, même le 11 septembre et d'autres,
pour pouvoir mettre en place la réaction qu'on a prévue à l'avance. Et parfois, les dirigeants d'un pays ou d'une nation, ou même de forces armées, ne sont même pas au courant, parce que ce genre d'action, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit faite dans le plus grand secret, et c'est la spécialité de services secrets, euh, financés par des caisses noires, financés et qui travaillent dans l'ombre. Et d'ailleurs, certains pays sont passés maîtres euh, dans cette approche. Alors ça ne me sert à rien de vous dire quels sont ces pays, soit vous le savez et vous comprenez ce qui se passe, soit si vous ne le savez pas, et si je vous le dis, vous n'allez pas le croire. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien que je vous le dise. Mais clairement, ça fonctionne comme ça. Alors, est-ce que cet attentat Donc là, je passe au deuxième niveau de lecture. Donc, est-ce que ce genre d'attentat est piloté, provoqué, aidé, tout en sachant que les gens qui le commettent sont des gens qui sont à fond dans leur idéologie, dans leur approche mystico-religieuse et politique. Il y a là aussi, et c'est trop tôt pour en avoir des preuves, c'est trop tôt pour avoir des faisceaux de preuves, c'est trop tôt pour le savoir, mais là aussi, comme pour Charlie Hebdo, comme pour d'autres, ça pue. Ça pue pour plein de raisons, et je vais pas les... c'est trop tôt pour en parler, mais clairement, il faut vraiment se méfier. Alors ça ne veut pas dire que ce sont les services secrets français qui s'auto-infligent sur leur pays. Il y a d'autres pays dans le monde, hein. Il y a d'autres pays qui ont intérêt à ce que la France ait certaines réactions logiques, inévitables. Il y a, j'en ai parlé dans plein de vidéos, il y a, et là je remonte encore d'un cran, dans un contexte géopolitique global, la volonté, dans un cadre d'effondrement des économies, de crise économique qui commence et qui va s'empirer, la volonté de saisir, dans le sens de la cuisson, vous voyez, de faire cristalliser la volonté d'un pays pour rester dans un camp. Et peut-être pas faire des compromis, peut-être pas aller dans l'autre, ou peut-être pas avoir une approche raisonnable. Lorsque vous êtes l'empire américain et que vous essayez de dominer totalement le monde, vous ne pouvez pas vous permettre que vos alliés, enfin vos soumis, vos vassaux, puissent avoir des hésitations, notamment avant des élections. Donc peut-être qu'un petit coup de... Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ces attentats terroristes, je vais vous avouer, c'est comme la première chose que je me suis dit quand j'étais en Tunisie juste après les attentats sur la plage, la Sousse, non, à Mamed, Sousse, je ne sais plus, Sousse je crois. C'était de me dire qu'est-ce que la France a fait pour faire chier les Américains. Volkswagen, scandale Volkswagen qui éclate juste après le fait que l'Allemagne commence à renégocier à travers l'embargo avec la Russie, et juste après, crise des migrants qui vont vers l'Allemagne. Intéressant. En sachant que ces migrants sont payés, on leur a payé leur voyage, on a payé les passages, avant ils étaient dans des camps en Turquie, ils ont pu sortir. Ces choses-là ne se font pas par hasard. Alors qu'il y ait un clampin qui s'accroche sur le train d'atterrissage d'un avion pour faire, je sais pas, Abidjan-Paris, oui, ça c'est pas organisé par les États-Unis ou par des services. Non. Mais en revanche, 400 ou 500 000 mecs qui étaient dans un camp en Turquie, qui tout d'un coup, du jour au lendemain, quelques semaines ou quelques mois après que l'Allemagne commence à négocier avec la Russie en douce, ça s'organise, bien sûr, parce qu'il faut de la logistique. Vous voyez ces gens qui débarquent sans bouffe, ils sont bien nourris. Enfin, bref. Donc, est-ce que donc deuxième degré de lecture, c'est est-ce qu'il y a de la logistique derrière? Moi, je pense qu'il faut être très méfiant. Il faut attendre d'avoir des faisceaux d'informations, mais je pense que ça pue. Je pense que derrière, il ne faut pas être naïf. Derrière ces événements, il n'y a pas simplement le premier niveau de lecture, mais il y a aussi des volontés géostratégiques de faire bouger les choses et d'avancer des agendas politiques qui sont multiples en fonction des différents joueurs qu'il y a dans le jeu et dans lesquels les forces de l'ordre, nous, les citoyens, sont difficilement au courant. Vous allez voir où je vais en venir dans ma conclusion. Troisième niveau de lecture, depuis les années 1910, et pour le cas de la France depuis 1830 en Algérie, l'Occident en général, les classes dirigeantes occidentales ont essayé de s'immiscer et de dominer le monde, notamment les parties du monde où les ressources naturelles stratégiques, pétrole, ont été découvertes
et qui se trouve être un monde musulman. Et de toute façon, avant ça, des régions, et c'est pas une raison, c'est pas parce que c'est musulman ou pas, c'est juste le Moyen-Orient en général, ce sont des régions extrêmement, depuis des milliers d'années, extrêmement instables. Les Romains s'y sont cassés les dents, Alexandre le Grand s'y est cassé les dents en Afghanistan. Tout le monde se casse les dents dans le Moyen-Orient. C'est des peuplades avec des ethnies basées sur les tribus, sur des appartenances ethniques très fortes. Je veux dire, vous ne mélangez pas les Perses et les Arabes, c'est compliqué. Vous avez en plus des différentes religions. Vous voyez à quel point il y a des religions. On en découvre presque, à chaque guerre, on découvre des nouvelles religions au Moyen-Orient, entre les Zoroastriens, les Ashkénazes juifs, les Yéménites, enfin il y a les chiites, les sunnites évidemment, mais les sous-sectes de chaque secte, c'est juste maronites, druzes, etc. Enfin c'est compliqué le Moyen-Orient. Et depuis les années 10, avec la volonté de détruire l'Empire ottoman qui maintenait d'une main de fer, mais juste, toute cette région. Enfin, ils n'étaient pas appréciés par les populations arabes. Hein. La main ferme et juste, elle n'est pas juste pour celui qui est en dessous. Bref, depuis les années 20, les, euh, les Européens notamment, mais pas, et puis remplacés par les Américains à partir des années 30, ont pris le contrôle de ces zones. Ont pris le contrôle, et si vous connaissez par exemple l'histoire de la Turquie, avec des déplacements de population, des massacres, des génocides gigantesques entre les Arméniens et puis les Grecs, et les populations chrétiennes turques qui ont évacué la Turquie lors de l'effondrement du modèle ottoman pour passer au modèle turc moderne Atatürk, qui a été un immense succès hein, pour la Turquie. Il faut rappeler, les gens disent toujours Israël, seule démocratie du Moyen-Orient. C'est faux, il y a aussi la Turquie et la Tunisie, en tout cas. Et puis, dans une certaine mesure, le Maroc. Et, et, euh, et donc il y a eu des changements majeurs. En plus, effectivement, la création d'Israël en 1948, avec déjà la colonisation par les populations juives d'Europe notamment, qui ont migré vers cette région à partir de la fin du 19e siècle et pendant toute la première moitié du 20e siècle, avec les kibbutz, les mouvements, ça a été des bouleversements majeurs. Bref, les Occidentaux, l'Europe, les gouvernements, hein, ont tenté de gérer cette région ingérable depuis maintenant un siècle. Et tout en sachant qu'il y a une guerre de plus de 1000 ans de conquête entre le monde islamique qui a conquis d'abord l'Arabie, puis le Levant, puis l'Afrique du Nord, puis est remonté en Espagne. Là, ils se sont fait taper et la reconquista espagnole, elle a fini au Pérou. Là encore, c'est sur l'idée que l'Européen, quand il s'énerve, putain, il va loin. De l'autre côté, avec les Turcs, qui se convertit à l'islam, puis les Perses, etc. Mais enfin, l'Empire turc est arrivé jusqu'aux portes de Vienne en 1560, 70, 70, par là, jusqu'au siège de Malte. Pendant des siècles, les pirates barbaresques ont pillé, attaqué les côtes de la Méditerranée du Nord, donc les côtes européennes, ont attaqué les navires à tel point que la jeune République, enfin les jeunes États-Unis ont dû attaquer déjà en 1780 et 90 par là, autour de la fin des 10 dernières années du XVIIIe siècle, attaquer Tripoli, Alger. C'est des guerres anciennes. J'oublie entre les deux les croisades, qui est aussi une forme de tentative de l'Europe de reconquérir l'Empire byzantin et par là même le Levant, qui a duré plusieurs siècles, avec des massacres de tous les côtés, des sauvageries, des conflits internes dans les populations musulmanes, des conflits internes évidemment dans les populations à l'époque chrétiennes, européennes chrétiennes. C'est un combat qui continue et aujourd'hui nous voyons par l'immigration massive une recolonisation de l'Europe qui forcément va être porteuse, parce qu'elle vient en grande partie, pas seulement, mais en grande partie des populations musulmanes, porteuse d'une civilisation, en tout cas d'un mode de pensée et d'une forme de civilisation. L'islam est une forme de civilisation, on l'aime ou l'aime pas, on en juge ou pas les résultats réels dans le monde, mais en tout cas, c'est que ça se fait. Donc est-ce qu'ensuite il va y avoir une réaction? Je vais en arriver. C'est peut-être ce que l'on cherche dans cette manipulation des guerres. Parce que justement, je suis un peu trop vite, dans ces 100 dernières années, l'Europe est repris par les États-Unis, surtout dans les 30 dernières années,
les États-Unis, donc, ont pratiqué une guerre intense sur les pays du Moyen-Orient pour le contrôle des richesses, guerre qui a pris des formes de manipulation des élites et des gouvernements locaux, souvent des tyrannies. Rappelez-vous que quand l'Iran a souhaité avoir une démocratie et a pris un gouvernement qui était simplement, on va dire, de nationaliste, qui voulait garder les ressources pétrolières pour la population iranienne, Mossadegh, bien qu'il ait été de gauche, eh bien, c'était probablement un Chavez avant heure. Les États-Unis et les Anglais l'ont déboulonné tout de suite pour mettre un roi dictateur, le Shah, qui forcément a fini par se faire déboulonner par le peuple énervé. Pareil pour l'Irak, la Syrie, les partis bassistes sont des partis certes nationalistes, certes sociaux, mais pendant longtemps ils étaient soutenus par les grandes puissances, qui étaient en plus, rappelez-vous, dans ce conflit Est-Ouest entre la Russie, l'Union soviétique, pardon, et les États-Unis et ses alliés européens. Et donc, il y a eu cette mise en place de soutien, d'abord par exemple français et britannique vers Israël, et puis ensuite remplacé par le soutien américain. Les États-Unis ne soutenaient pas Israël au début des années 40-50. Hein. C'est que à partir vraiment fin des années 60, début des années 70, que les États-Unis ont soutenu Israël. Donc, essayer de gérer cette région extrêmement tumultueuse, extrêmement compliquée, puis après la fin de l'Union soviétique, c'était open bar pour les États-Unis, puis par le contrôle total et définitif, par des guerres interposées, rappelez-vous la guerre Iran-Irak, mais pas seulement, où les puissances impériales, notamment américaines, finançaient les deux côtés, filaient des armes des deux côtés, pour qu'ils se battent, pour ensuite pouvoir amener, entre guillemets, la paix et des contrats de contrôle des ressources pour pouvoir extraire notamment le pétrole, qui est la sève de l'économie mondiale, et forcément donc américaine. Et là-dessus, on voit depuis 30 ans, où il y a des guerres de plus en plus fortes, un nombre de morts et de destructions immenses. Je ne sais pas, pensez à la guerre en Irak depuis 2003. C'est 1,5 million de morts. 1,5 million de morts. Alors c'est sûr que quand on compare ça aux 130 morts à Paris, on se dit que c'est pas cher payé. Mais enfin, la France n'a pas participé à ce 1,5 million de morts, mais elle était présente en Afghanistan, et les gouvernements français ont soutenu et financé la guerre contre le gouvernement stable de Kadhafi en Libye, contre le gouvernement stable de Assad en Syrie, et sont responsables de plusieurs centaines de milliers de morts. Sarkozy, Hollande, Fabius, Fabius qui a armé ISIS et les rebelles, qui maintenant des centaines de milliers de morts. Les responsables, donc pour monter de niveau, oui, il y a ces gens qui commettent les attentats, mais il y a aussi les gens qui les ont armés, qui les ont soutenus, qui ont déstabilisé cette région depuis de nombreuses années. Tout le gouvernement français depuis les années 70 est coupable. Valéry Giscard d'Estaing, Chirac, les gens qui ont enlevé la peine de mort, on en reviendra, les gens qui ont soutenu le terrorisme de ces pays, qui ont soutenu les tyrans, qui ont manigancé à droite et à gauche dans tous ces pays du monde, qui ont armé, soutenu encore une fois l'islam radical, qui couchent avec les pétromonarchies du Golfe parce qu'ils ont besoin d'argent ou parce qu'ils sont corrompus. Sarkozy, Hollande, Fabius, tous ces gens. Criminels de guerre, largement. Alors, avant de les fusiller, il faut bien sûr faire il faudrait, je parle au conditionnel, il faudrait, et au futur, il faudrait faire un procès, mais ça n'arrivera pas. Vous allez voir où je vais conclure cette petite vidéo. Donc, cette déstabilisation, j'oublie le Liban, j'oublie plein de pays, la Tchétchénie, qui ont été la Géorgie, armée par les États-Unis pour lutter contre la Russie. Enfin, cet immense bordel du Moyen-Orient est attisé, et on ajoute à la destruction par les effets des politiques désastreuses, minables, en plus chaotiques des États-Unis et d'autres puissances occidentales. Encore une fois, ce sont les gouvernements, ce ne sont pas les peuples, mais ce seront les peuples qui vont payer l'addition. Et là aussi, on dit des terroristes se sont lâchement attaqués à des innocents. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'innocents. Tu remplis ta voiture avec de l'essence, t'es pas innocent. Tu utilises de l'électricité, t'es pas innocent. Ça fait partie de ce monde où nous sommes dépendants de systèmes très complexes.
Ces systèmes très, très complexes font que nous ne sommes pas innocents. Malheureusement, c'est comme ça. Nous sommes tous responsables, nous avons tous parti pris. Nous avons soutenu et voté. En plus, il y a moins de... Encore, l'Irakien qui était sous Saddam Hussein, on ne peut pas lui dire qu'il est responsable sur Saddam Hussein, encore qu'il pouvait l'assassiner ou se révolter. Mais nous, et je parle nous, je parle de manière générale, nous avons voté pour tous ces mecs qui ont bombardé, qui ont tué, qui ont... Donc, voilà, je suis désolé de vous le dire, hein, vous allez sûrement être énervé que je vous dise cela, mais et c'est ni pour prendre la défense des terroristes, hein, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est comme si vous avez un enfant qui fait des conneries. Au bout d'un moment, en faisant ces conneries, il tombe de l'arbre, il se casse un bras. Vous n'allez pas lui dire mon pauvre chéri, t'as rien fait. Enfin, ça, c'est sa mère qui va lui dire ça. Mais son père, il va lui foutre une claque en lui disant bien fait pour ta gueule. Maintenant, on va à l'hôpital, mais j'espère que t'as mal, parce que comme ça, t'apprends à pas faire des conneries. Enfin, et, euh, et donc, il n'y a pas d'innocent. Mais euh, c'est des millions de morts en face. Donc on peut comprendre qu'il y a de l'énervement, et on peut comprendre que ça va encore plus dégénérer. Donc le, on va passer à un autre niveau, qui est celui de dire, en sachant cela, en sachant qu'il y a ce chaos, en sachant en plus que ces gouvernants, en Europe mais aussi ailleurs, ont mis en place des politiques migratoires qui ont qui ont commencé à remplir l'Europe par des millions de gens qui viennent de ces régions. Et pas que. Il y a aussi de l'Afrique, il y a aussi de l'Asie, il y a aussi de l'Amérique du Sud. Mais dont une grande partie sont partie prenante dans ce conflit entre l'Occident et donc ce Moyen-Orient. Conflit à sens unique hein, pour l'instant, parce que pour l'instant, parfois j'entends des musulmans qui me disent, tu vas voir, pour l'instant on va gagner, mais tu gagnes rien du tout, tu es en train de te faire massacrer, il y a des millions de morts à travers le Moyen-Orient, et les 5% de musulmans européens, ils doivent faire super gaffe, parce qu'une fois que l'Européen se réveille, c'est pas juste on enlève les allocs, c'est on enlève les gens. Et, et c'est ce que je crains qui va arriver. Encore une fois, je ne le souhaite pas. Mais pourquoi? C'est parce qu'en faisant ces politiques d'immigration, pour les raisons que j'ai déjà expliquées dans de nombreuses vidéos, il y a des raisons sociales, il y a des raisons d'angélisme, il y a des raisons économiques surtout, mais à la fin, de plus en plus, alors que ça fait vraiment un moment que c'est évident que l'économie ne peut pas soutenir et les États endettés ne peuvent pas payer pour ces gens qui, vraiment la majorité, sont de plus en plus des parasites, euh, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils vivent des allocations et qui vivent au crochet euh, des États qui sont donc financés en partie, mais de toute façon ils sont déficitaires, donc on crée de la dette, donc en fait on met en esclavage les peuples européens pour, entre autres, pas que, mais entre autres payer pour ces parasites qui débarquent de plus en plus et qui vont créer des chaos sociaux parce que leur culture, leur façonnement génétique, leur façonnement culturel, leur façonnement, leur vision du monde n'est pas du tout la même et n'est pas compatible. Parce qu'on pouvait faire venir encore un certain nombre de milliers ou de centaines de milliers de gens en Europe et par l'assimilation ou même par le communautarisme, à la limite, si on est un petit groupe, je veux dire Chinatown à San Francisco ne pose pas de problème aux États-Unis. Donc on aurait pu avoir un Algérie Town à Marseille, un Algérie Town à Paris ou un Mali Town à Paris, mais aujourd'hui on a Marseille qui est algérienne, Comorien, enfin, c'est plus compliqué que ça, on est d'accord, je simplifie. Et on a une partie du 9-3 qui est africain. Et au bout d'un moment, quand vous êtes dans un quartier où il n'y a que des gens du Mali, ou que des gens d'Algérie, ou que des gens de... Au bout d'un moment, pourquoi est-ce que vous devriez être français? Pour peu que vous aimiez ce qu'est la France. Parce que ce qu'est la France, ce qui est devenu la France, franchement, moi, mes enfants, je voudrais pas qu'ils vivent en France. Je voudrais pas qu'ils aillent à l'école française pour qu'ils deviennent des babtous fragiles. Enfin, non. Non, 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 non. Moi, mes enfants, j'espère que ce seront des hommes dignes, des hommes, des guerriers, des femmes et des hommes avec un grand H, un grand M, un grand F. Je veux dire, c'est pas ces trucs, machin, mariage pour tous, tout ça. C'est quoi cette décadence? Enfin bref, franchement, je les comprends, hein, les musulmans qui veulent pas devenir français. Je vous le dis franchement. Et je suis pas un musulman, mais on peut pas rêver de devenir. Je discutais avec des Suédois hier soir qui me disaient, mais tu comprends, pas d'amalgame, on veut vivre avec tout le monde. Ouais, ouais, bah tu vas voir ce que c'est que vivre avec tout le monde, pauvre conne. Tu vas voir ce que c'est que 20 centimètres de multiculturalisme avec violence. Et c'est comme ça, on n'y peut rien.
Enfin, on y peut, mais c'est fait. Donc cette volonté d'amener des populations de pays qu'on rend hostiles en plus, par des bombardements, par des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, c'est fait pour créer la guerre civile en Europe. C'est fait pour que, au lieu de voir qui manipule, et au lieu de voir qui sont les strates sociales qui exploitent de plus en plus et qui mettent en esclavage les peuples, il n'y a pas beaucoup de gens, hein. C'est une strate sociale très petite. Au lieu de faire cela, on fait venir des millions de gens et on va faire en sorte qu'il y ait une guerre civile entre pauvres. Ou en tout cas, c'est ce que croient les classes dirigeantes, parce que je pense elles seront massacrées avec le reste. Et donc, on va créer la guerre civile. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas mélanger l'huile et le vinaigre, en tout cas pas à ces doses-là, pas à cette quantité-là. Charles de Gaulle l'avait déjà compris, il l'avait déjà vu. Et probablement c'est pour ça qu'on l'a déboulonné, entre autres. Et donc, cette, euh, cette migration massive, qui est de plus en plus entrée dans le droit européen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit non, mais il faut aider tout le monde, on fait venir tout le monde, et les frontières sautent, etc. Ce genre d'attentat qui arrive à Paris, je crois qu'un des terroristes était un de ces migrants de Syrie. C'est un parmi beaucoup d'autres qui arriveront et qui feront d'autres attentats. Attendez-vous à la suite, pas qu'en France, en Allemagne, peut-être moins en Italie, mais en Angleterre, en Suède, il y en aura partout. Et de plus en plus, et de plus en plus vite, et de plus en plus nombreux, et peut-être de plus en plus meurtriers. On l'espère pas, mais ce sera comme ça. Et cela va déborder la capacité des États de faire quoi que ce soit. Alors, euh, autre coupable, parce qu'il faut le dire, ce sont tous ces gens du politiquement correct. Tous ces gens qui ont poussé depuis 40, 50 ans, 40 ans en tout cas, tout ce politiquement correct. Vous qui, chaque fois que l'on essaye de vous expliquer les choses, chaque fois qu'on vous explique qu'il y a des différences entre les gens, qu'il y a des différences entre les cultures, les gens ne sont pas les mêmes, les gens ne sont pas équivalents, les cultures ne sont pas équivalentes. Moi, je suis pour que chacun reste chez soi et chacun développe son pays, sa nation, avec la culture, avec les croyances qu'il souhaite. Je veux dire, si tu as envie de vivre en Afghanistan où tu lapides les gonzesses, c'est ton problème. Tu vis en Afghanistan et tu vis dans ta culture. Et si ça se trouve, si personne te fait chier, tu vas peut-être pas être aussi con. Mais l'Afghanistan, ça fait quand même 40 ans que c'est en guerre. Et c'est les Américains qui ont amené le bordel, c'est pas les Russes. Parce que quand les Russes sont allés, l'Afghanistan était tranquille, c'était un pays, alors j'aime pas le socialisme, mais ça marchait bien, les femmes avaient des jupes, enfin, tout allait très très bien. Ce sont les États-Unis qui ont mis les barbares au pouvoir. Tout comme sur les États-Unis, qui ont poussé l'extrémisme islamiste partout dans le monde. Il faut bien comprendre la cause des causes. Parce que pendant les années 10, les années 20, sous l'Empire ottoman, c'était pas comme ça. Avant, je sais pas, moi je peux pas, j'étais pas là, et il y a des raisons qui laissent penser que lorsque l'islam est en guerre, c'est violent et c'est sauvage. Mais après tout, quel guerrier, quelle armée ne l'est pas? Mais clairement, depuis que les États-Unis ont financé via l'Arabie Saoudite et d'autres une forme très dure, euh, c'est assez le bordel au Moyen-Orient. Encore une fois, il y a les guerres, les drones qui tuent les gens, qui tuent les mariages. Je veux dire, moi, j'ai de la peine à simplement prendre parti en disant ouais, maintenant, il faut se venger. Non, 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 non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, les gens qui empêchent que l'on parle, qui vous traitent de raciste, xénophobe, islamophobe, fasciste, nazi, machin, allez vous faire foutre. C'est votre faute, c'est vous aussi qui avez du sang sur les mains, c'est vous qui avez tué ces 130 mecs l'autre jour à Paris, c'est vous les bobos, les gauchos, les mecs qui ont depuis 40 ans empêché et stigmatisé tous ceux, toutes celles qui essayaient simplement de manière raisonnable de tirer l'alarme, de dire les choses comme elles sont. Vous avez été les idiots utiles et parfois avec partie prenante de l'Empire, de la guerre civile. C'est vous aussi les responsables. Vous qui utilisiez les photos de ce pauvre gosse noyé pour faire en sorte que les opinions acceptent ces vagues de migration, ces vagues supplémentaires de migrants. C'est vous qui avez fait croire qu'il y avait du racisme, alors que les gens étaient prêts à accepter quelques centaines de milliers de gens très très bien. Les Européens étaient ouverts dans les années 70, dans les années 80 à accepter peut-être 4 ou 5 millions sur toute l'Europe de, de personnes venant d'autres horizons. Parce que ça amène, oui, ça amène un petit peu de réflexion,
d'échanges, tout ça c'est très très bien. Mais pas des dizaines de millions, pas des centaines de millions, ce qui est prévu. Donc, le, vous êtes aussi responsable. Faire une petite pause. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ces attentats, dont déjà la presse parle de 11 septembre français, mais je crois que c'était déjà Charlie Hebdo le 11 septembre français, qu'est-ce qui va se passer? Alors, discours de fermeté d'un côté, de la part de gens qui sont des mous, ça se voit tellement. Discours d'union, mais oui, tant mieux, bien sûr, mais évidemment. On va pas commencer à dire on va faire la guerre civile. Elle viendra, la guerre civile, c'est inévitable, mais on va avoir un discours d'union. On va avoir un discours de, au bout de 15 minutes, pas d'amalgame, rien ne va changer. En France, rien ne va changer. Vous ne pouvez pas changer. Vous êtes dans un logiciel, vous et vos ennemis, qui ne pourront pas changer. Je rigole, excusez-moi, mais je suis déçu par l'être humain, je suis déçu de toute façon par le monde dans lequel on vit, parce que c'est un grand gâchis, je vais vous donner le fond de ma pensée, c'est un grand gâchis. La civilisation européenne, elle est unique, elle a développé le libre arbitre, certaines formes de droits qui sont acceptables universellement, elle a créé la séparation du surnaturel et de l'État et de la gestion du monde et de la gestion de la communauté. Elle a créé l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a permis, même avec excès, les formes les plus bizarres et les plus étranges des comportements humains. Et c'est un cas unique dans l'histoire. Il n'est pas dit que cette philosophie grecque, les lumières non dévoyées, il n'est pas dit qu'elles se recréent facilement dans d'autres endroits du monde. Et nous sommes en train, certes, de rentrer dans un effondrement économique qui amènera un effondrement social, qui amènera des guerres et des guerres civiles de plus en plus dures et qui va durer des décennies, peut-être des siècles. Je crois. Et ce qui est dommage et ce qui m'énerve, c'est qu'on risque de perdre cette civilisation européenne. Alors, certains vont dire, tant mieux parce qu'elle est merdique et on va la remplacer. Oui, mais occupe-toi de tes fesses. Occupe-toi du Moyen-Orient. Occupe-toi de l'Afrique. Occupe-toi de l'Asie. Occupe-toi de l'Amérique. Laisse-nous dans notre truc et gérer notre machin entre nous. Chacun chez soi. Et toi, tu préfères lapider les femmes et moi, je préfère avoir la gay pride. Alors, est-ce que j'aime les deux trucs? Non. Mais je peux vivre dans un monde où il y a une gay pride et je peux pas vivre dans un monde où on lapide les femmes et etc. Mais c'est mon choix et c'est votre choix. Ensuite, l'invasion des territoires par d'autres peuples, bah, elle est vieille comme le monde et elle finit comme ça a toujours fini, c'est-à-dire que l'un des peuples gagne et extermine l'autre. Tue les hommes, prend les femmes plus loin, et impose sa culture, encore que les femmes souvent sont celles qui modifient la culture parce que ce sont elles qui élèvent les enfants. Mais voilà, voilà, l'Europe est fondamentalement pas une culture nihiliste, n'est pas une culture de mort, n'est pas une culture de destruction de l'autre. Du moins, c'est comme ça que je l'aperçois. Et je pense que l'Europe, comme les États-Unis, qui sont une sorte d'enfants doués mais mal élevés de l'Europe, euh, ont été pris en otage, ont été détournés, ont été dévoyés par d'autres puissances, qui ne sont pas européennes d'ailleurs, et, euh, et qui ont fait du mal au reste du monde. Et bon, bah, c'est fait. Moi, j'ai aucune culpabilité d'aucune sorte. Je veux dire, j'en ai rien à foutre de rien de ce qui s'est passé dans le passé. Je suis intéressé en tant qu'historien, mais certainement pas en tant que psychiatre, quoi. Enfin, je veux dire, s'il y a des gens qui ont des névroses parce que soi-disant des Allemands auraient fait des trucs, soi-disant les croisés, soi-disant les Arabes, j'en ai rien. Ok. Si vous êtes algérien et qu'on vous dit oui, mais les pirates barbaresques ont pris votre réponse, c'est de dire ah c'est un fait historique important, mais j'en ai rien à foutre. Moi je suis pas un descendant, enfin c'est pas moi. De la même manière qu'un Turc va dire ben, les massacres des Arméniens, c'est pas moi, c'est les jeunes Turcs ou c'est ça se passe en 1915. Enfin c'est pas moi.
Et vous avez raison de ne pas être... on peut être l'héritier de cultures et d'histoires qui ont commis des choses abominables, tous. L'esclavage. Mais voilà, l'Europe a aboli l'esclavage. Quelle autre culture du monde a aboli l'esclavage? Bref, longue histoire, c'est pas ce que je veux aller. Tout ça pour dire que je suis triste, je suis un peu aigri parce que ça va me passer, hein, parce que ce que j'ai prévu arrive. Et je suis pas le seul à l'avoir prévu. Encore une fois, Guillaume Fay, Eric Werner, plein d'autres, des grands penseurs, bien plus grands que moi. Moi, je suis un rikiki, bien plus grand et depuis bien plus longtemps, ont vu venir ces choses. Et ça va finir. Donc, ça, rien ne va changer. La preuve, ce matin, on apprend que la France a fait un bombardement énorme. 20 bombes, vous vous rendez compte? 20 bombes sur des enculeurs de chameaux au milieu d'ISIS, des égorgeurs, là. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre Ils veulent mourir en plus, ils sont contents d'aller au paradis avec 72 vierges, pas 2, 3, ce qui aurait été compréhensible pour un être humain avec un quotient intellectuel normal. Non, non, il faut promettre 72 vierges. Ça, c'est un exemple de la connerie de ces gens qui croient. Enfin bref, moi, ça me dépasse, quoi. Je veux dire, si on te dit, tu sais que si tu fais un truc et que tu meurs, tu iras au paradis, ce sera génial et tu vas avoir en plus des plaisirs. Tu auras 2 vierges ou 3 ou 4 nanas pour toi. Bon, mais 72, c'est, je veux dire, on te prend vraiment pour un con, quoi. Ben voilà. Et rien ne va être fait, rien, on ne va pas remettre en cause la politique migratoire, on va pas, il y aura quelques jours des discours, rien ne va être fait, rien ne changera. Je vois déjà sur Internet, les gens, qu'est-ce qu'ils font ils font des tweets, ils font un hashtag, je suis Paris, je sais pas quoi, ils mettent le tricolore sur Facebook, etc. Mais vous croyez que les mecs ont peur de ça? Vous croyez que ça va vous protéger du prochain... Vous croyez que dire sur Internet, oui, on est tous unis, ça va empêcher le mec de prendre une Kalachnikov et de vous buter la prochaine fois? Vous êtes trop con. Donc, ce qui va changer en revanche, parce qu'il y a quand même des choses qui vont être mises en place, c'est que le processus de mettre en place, dans un état de plus en plus faible, de plus en plus de dérives sécuritaires et de plus en plus de contrôle, de plus en plus d'illusions de pouvoir mettre le grappin sur sa population, ça va s'accentuer, oui. L'autre chose qui va changer, c'est qu'on va essayer de plus en plus vous faire croire que s'il y a des attentats, c'est parce que forcément il y a trop de Front National, il y a trop de fachos, il y a trop de... Et ça, je vais conclure sur ce point, on a quand même quelque chose à faire en tant que citoyen. Alors je vais pas, encore une fois, je n'aime pas vous dire aux autres quoi faire. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais à mon avis, ce qu'il faut que l'on fasse tous, ce sont 2 choses. La première chose, c'est de parler, c'est de dire ce que vous pensez. Si vous pensez que, après tout, l'islam est la solution parce que il amène une morale et il amène un mode de vie qui enlèvera toute cette décadence, et parce que vous êtes musulman, mais dites-le. Moi, franchement, j'ai aucun problème avec des gens qui viennent et qui disent, voilà, moi je suis pour la conversion de l'Europe à l'islam, et au moins on va pouvoir discuter. Si vous êtes gauchiste, débile, et que vous pensez, je suis méchant de dire ça, mais bon, je ne vous porte pas dans mon cœur. Si vous êtes gauchiste et vous dites, non, en fait, ce qui va être génial, c'est de faire venir plein de gens barbares et sans aucune éducation, et en plus avec un quotient intellectuel très bas, pour plein de raisons génétiques, mais aussi culturelles. Je suis tout à fait d'accord de dire que le quotient intellectuel, il est bas dans certaines régions parce qu'il n'y a pas eu l'éducation, etc. Long sujet, peut-être un jour j'en parlerai, mais c'est pas ma spécialité. Bien, faites venir tous ces gens, enfin en tout cas dites-le. Mais au moins on va pouvoir... Mais en revanche, si vous êtes contre, si vous pensez que la France sait quelque chose, peut-être 3 petits points, moi je ne saurais pas vraiment la définir aujourd'hui. Si vous pensez que l'Europe sait quelque chose, si vous pensez que la forme de gouvernement et de philosophie politique que vous souhaitez avoir c'en est une autre, parlez, n'ayez plus peur. C'est le moment de parler. Parce que si vous avez peur, vous allez finir mitraillé ou plastiqué ou soumis de toute façon à un camp ou l'autre. Et à mon avis, c'est kiff-kiff hein, au niveau de la liberté individuelle et de la philosophie et de la vie en général. Donc parlez, parlez. Surtout, n'agissez pas
en faisant des conneries. Moi, je dis toujours, surtout pas de violence. Surtout pas, ce n'est absolument pas le moment de sortir le fusil de chasse et d'aller faire des conneries. Non. Euh, Ouvrez-la, parlez. Expliquez les choses aux gens. Parlez à vos dîners. Et argumentez, apprenez, cultivez-vous pour pouvoir argumenter. Et n'ayez aucune crainte de la stigmatisation sociale. Là, c'est trop tard, c'est une question de vie ou de mort. Vous ne devez pas avoir de crainte par rapport à la stigmatisation. Et quand on vous traite de facho, de machin, ce ne sont que des mots. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? En revanche, si on vous agresse physiquement, vous vous défendez. Vous vous défendez comme vous savez, et j'espère que vous avez appris à le faire depuis de nombreuses années où j'explique comment vous préparer. Et deuxième point, vous allez vous en douter, c'est de vous préparer. De vous préparer à l'échec de toutes ces politiques qui sont de toute façon mortifères, à l'échec de la paix, parce que c'est trop tard, et à vous préparer à la guerre, voire à la guerre civile. Surtout pas d'agir maintenant, mais de vous préparer en devenant autonome, en probablement ayant un mode de vie moins intense, gagner moins d'argent peut-être, ça vous permet de donner moins d'argent à l'État et donc payer moins d'impôts, et donc de moins financer ces guerres. Parce qu'à la fin, vous êtes responsable. Si vous payez des impôts à l'État français et que celui-ci bombarde euh, la Syrie, finance la guerre civile en Syrie, et qu'ensuite des Syriens viennent ici et vous plastiquent et vous bombardent, est-ce que vous êtes responsable? Oui, vous êtes aussi responsable, il n'y a pas d'innocent. Donc c'est aussi avec vos impôts qu'on a créé ce cycle de destruction pour vous mettre en esclavage, d'une manière ou d'une autre, pour vous mettre en esclavage, pour nous mettre tous en esclavage. Alors je sais que je suis sûr que cette vidéo elle va énerver beaucoup de gens. C'est pas grave. Comme je dis, il faut l'ouvrir, il faut parler. Et il faut se préparer. Il faut se préparer pour son autonomie, pour, encore une fois, savoir se défendre, faire des cours de défense. Apprendre aussi quoi faire en cas d'attentat terroriste. Quoi faire si... Parce qu'on peut... Moi, je pense qu'il vaut mieux vivre loin des villes, loin de ces endroits où il va y avoir ce genre de problème. Et tant pis si vous ne pouvez pas aller au concert de death metal, tant pis. Vous le regardez sur Internet ou vous prenez une guitare et vous le faites vous-même en avertissant vos voisins du bruit. Mais vous ne pouvez plus vivre dans un monde comme ça, aussi compliqué, aussi complexe, aussi dépendant de systèmes d'approvisionnement, aussi risqué. Enfin, voilà, il faut se retirer et attendre. De toute façon, la plupart des gens ne le feront pas. Vous vous préparez. Parce que le moment d'agir, un jour viendra. Et il ne viendra pas dans un contexte que vous aurez choisi et voulu. Ce n'est jamais aux citoyens responsables ce n'est pas notre rôle, et un citoyen responsable n'initie jamais la violence. Nous n'initierons jamais la violence. Nous ne devons jamais euh, agir par la violence en premier. Il est important d'apprendre à se défendre, il est important d'apprendre à avoir son autonomie, à être le moins dépendant possible de ces systèmes complexes, mais jamais d'utiliser la violence en premier, jamais. Donc j'espère que personne ne va faire des vengeances contre des musulmans, contre des mosquées, contre des individus. J'espère que vous allez éviter de vous insulter, c'est trop tard, hein, j'ai déjà vu, de vous insulter sur les réseaux sociaux, etc. Mais en revanche, argumenter, oui. Mais pas sur l'Internet, pas sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. En vrai, face à vos collègues, face à votre famille, face à vos élus, et bientôt, votez. Les gens disent ça ne sert à rien de voter. Votez quand même. Votez, passez un message. Faites les changements nécessaires. Alors moi, je ne sais pas ce qui peut changer. Mon avis, c'est très compliqué. Et ça va être... il y a des inerties, des processus très longs. Mais votez quand même. C'est un message qui passe. Et puis, préparez-vous parce que ça va aller très très mal. Et je vais faire un peu de marketing. Vous m'excuserez en ces temps difficiles, mais pas que les miens, mais lisez ce genre de livres, lisez des livres qui vous apprennent, qui vous donnent un peu de vision stratosphérique, stratégique, mais en même temps qui vous donnent des outils pour avancer, des outils philosophiques, des outils moraux, des outils pratiques pour vous préparer, vous, votre famille, et bien sûr influencer la vie, en plus, la vie politique et la vie autour de vous, la vie locale, mais aussi la vie de votre nation. Euh, Parce que les années futures vont être de plus en plus difficiles et il faudra agir. Donc, préparez-vous.